Non, attends, tu ne pourras jamais porter ça toute seule. Je t'accompagne. Merci, mon petit Georges, mais je ne crois pas que ce plaira à papa. Écrase, don Juan, on ferme. On te voit à la fac tantôt. Après une nuit blanche? Non, mais tu veux me tuer? Alors à demain, je te passerai mes notes. Ciao. Ciao. Marie-Josée. Déjà levé, papa? Moi qui avais peur d'être réveillée. D'où viens-tu? Tu sais l'heure qu'il est. J'étais chez Georges avec la bande. Championnat de danse. Premier prix de virtuosité, premier prix d'endurance. J'en fais don à la communauté. Sur ce, bonne journée. Je vais faire dodo. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit, moi, à cause de toi. Que tu négliges tes études, soit, c'est ton affaire. Mais pense à mon travail. Puisque tu ne dormais pas, tu pouvais travailler. Si je touche à mon piano entre 10 heures du soir et 7 heures du matin, les locataires font du scandale. Et il ne me reste que 3 mois pour écrire cette symphonie. 3 mois. Une symphonie destinée au festival de Vienne. Si t'écrivais des airs de jazz, tu t'énerverais moins et ça te rapporterait plus. Je compose, moi, je n'éructe pas. Et l'inspiration, ça ne fonctionne pas au presse-bouton. Je compose pour les mélomanes, pas pour les jukeboxes. Un festival retransmis en Eurovision. On dirait que tu n'en saisis pas l'importance. Tu m'écoutes? 7 heures. Tu as le droit de travailler. Pas trop fort, hein. Pense à ceux qui dorment. Ça vient du garage. On a installé un atelier ici. Oui, monsieur. Ouvert depuis ce matin. Si c'est pour une réparation, faut demander au chef. Qu'est-ce que c'est? J'habite en face, monsieur, cette fenêtre-là. Je suis compositeur et je venais m'en dire ici par hasard. Le bruit de mon piano ne vous dérangeait pas quand vous travaillez? À première vue, je pense pas. Vraiment, vous ne pensez pas? Et vous pensez que moi, je puisse composer quoi que ce soit avec un vacarme pareil sous mes fenêtres, hein? On n'a pas le droit, monsieur, d'installer un champ de bataille sous le nez des gens sans prévenir. C'est illégal. Ah, ça m'étonnerait. Patron, ça fait 3 ans qu'il attendait l'autorisation de la préfecture. Vous pensez qu'il a tout installé, l'autorisation, il l'a. Monsieur Démentiel, vous pourriez, vous, composer une symphonie dans ce tintamarre? Mais mettez-vous des boules dans les oreilles. Je ne supporte rien dans les oreilles, sauf la musique. Bah, essayez les doubles vitres. Les doubles vitres? Moi qui vous cause. Dis mon frangin, il habite à Sapelle, entre le métro aérien et la voie ferrée. Bah, à cause du bruit de voler dingue. Maintenant, avec les doubles vitres, on entend voler une mousse. Quoi? On entend voler une mousse. Vous ne pourriez pas taper un peu moins fort? Plus que 3. Terminé.
Plus rien. Comment? Plus rien. C'est garanti contre les bruits de la circulation, pas contre les coups de marteau, fallait préciser. Contre le marteau, il n'y a que l'insonorisation. Et encore, avec vous, je ne garantis rien. Vous avez l'oreille d'insensible. Voulez-vous me faire la grâce de disparaître? Pardon? Foutez le camp. Si vous le prenez comme ça, je vous enverrai la facture. Alors, c'est double vif. Pas encore livré? Si, tu entends le résultat. Évidemment, ça laisse un peu filtrer. Qu'est-ce que tu comptes faire? À ce stade-là, je ne vois plus que l'asile ou le déménagement. Déménager où? Avec quoi? Même pas moyen de faire un échange. On doit démolir la baraque d'ici 2 ans. On nous donnera une indemnité. Tu pourras acheter une maison à Rascampagne. Ton rêve. Mon rêve. Dans 2 ans. Le cauchemar, c'est que je dois fournir ma symphonie dans 3 mois. Demande à délai. On n'annule pas un festival de musique classique, comme une conférence du désarmement. Loue une chambre d'hôtel. Et celui-là, où je le mettrai? Je n'ai pas la chance de Beethoven, moi. Il était sourd, lui. D'ailleurs, il composait sans piano. Tout de même, il doit bien exister à Paris des studios de répétition. Avec des pianos. Des studios insonorisés. Pas le fils de monsieur. À toi, la petite mère, écrase. Qui écrase et qui ici? Vous ou moi? Allons, allons, pas de scène de famille. Allez, circulez. Je vous remercie grandement. Sans vous, j'ai laissé la vie. Oh, tout au moins un membre. On ne sait plus où marcher. Cette ville est devenue intenable. Ah, c'est bien vrai. Moi, je ne pourrais plus y vivre maintenant. Vous n'habitez pas Paris? J'y travaille seulement. J'habite un pavillon en banlieue, à Marly. Vous avez de la chance. Ah oui, c'est calme, c'est paisible. Et si vous entendiez ce silence? Nous ne pouvons pas parler ici. Puis-je me permettre de vous offrir quelque chose? Ah, vous êtes trop gentil, mais je n'ai pas le temps à cause de mon train. Je suis déjà en retard. De par ma faute, puis-je me permettre de vous accompagner jusqu'à la gare? Je suis confuse. Monsieur? Fribourg, Lionel Fribourg, compositeur. Agnès de Villard, artiste photographe. Portraitiste. Oui, chez Photomaton. Ah. Eh, taxi! De quelle région êtes-vous? Vous avez un accent ravissant. Maman était alsacienne, mais papa est breton. Ah. Eh bien, si on m'avait dit que je sauverais un jour la vie d'un compositeur. Vous permettez? Un pullover pour papa. C'est bientôt son anniversaire. Un pullover pour monsieur votre père, comme c'est bien. Je n'aurais jamais cru qu'une fille pût encore avoir de ces attentions pour un père de nos jours. Monsieur votre père habite avec vous, je suppose. Oh non, j'habite toute seule dans mon pavillon. Votre mari? Je suis divorcée. Vraiment, moi je suis veuf. C'est amusant. Enfin, je vais dire que mon mari est votre femme. Et vous ne vous ennuyez pas trop toute seule dans votre pavillon? Oh non. J'écris à papa. Je lui raconte tout ce que je fais. Quand je suis fatiguée d'écrire, je me promène dans le jardin.
J'ai la compagnie des oiseaux. Des oiseaux, comme je vous envie. Hélas, il manquera toujours quelque chose à mon inspiration, savez-vous quoi? La compagnie des oiseaux dont elle aura été sevrée. Oh, c'est trop dommage, votre gentille symphonie. Mais si ce n'est qu'une question d'oiseaux, venez donc écouter les miens. Voulez-vous, dimanche prochain? Madame, d'abord vous me sauvez la vie, ensuite l'inspiration. Mon art et moi, nous vous disons merci. Oh. La demeure d'Agnès était plus qu'un simple pavillon. C'était une villa. Je fus aussitôt saisi d'amour pour sa blanche sérénité et son calme bucolique. Oh, vous me gâtez. Quel ravissant ermitage. Comme dit le poète, tout ici n'est qu'ordre et beauté. Soyez le bienvenu chez moi. Vous regardez mes bateaux. Ils sont jolis, hein? Saisissant. C'est papa qui les a construits. Tout seul. C'est un ancien charpentier de marine. Maintenant qu'il est à la retraite, il a un trop-plein d'activités à dépenser. Il me les envoie de Bretagne. Depuis la mort de maman, il habite tout seul là-bas. Tandis qu'Agnès me vantait les beautés de la Bretagne et les prouesses bricoleuses de son père, je ne pouvais m'empêcher d'imaginer combien j'aurais pu travailler à l'aise dans cette pièce débarrassée de ces abominations. Il n'arrête pas d'en construire. J'en ai encore plein le grenier. Il était furieux quand je lui ai demandé de ne plus m'en envoyer. Il faut le voir là-bas comme il s'en donne. Ça tape les coups de marteau. Les coups de marteau? Dame, ils sont d'une bonne taille et solides. Des clous longs comme ça qu'il y a à l'intérieur. Ah, papa, il a le marteau dans le sang. Il ne vit que quand il enfonce des clous. C'est lui. C'est papa. Comment le trouvez-vous? Il a l'air énergique. Il dit qu'il nous enterrera tous. Oh, il faudrait connaître qu'en ce qui concerne ma pauvre maman. Il avait raison. Mais je parle. Vous devez mourir de faim. Venez. Mon appétit, fortement compromis par la vision de l'écœurante flottille du papa, se trouva heureusement ravivé par les spécialités bretonnes de sa fille, qui me changeait agréablement des improvisations succinctes de Marie-Josée. Vous n'avez jamais songé à vous remarier? Comme dit papa, chat échaudé, moi maintenant je suis un peu refroidie. Votre mari vous a rendu très malheureuse. Il m'a quittée après un an de mariage. Il n'a pas su vous apprécier. Je lui en veux surtout d'avoir divorcé sans me prévenir. Mais enfin, on ne divorce pas comme ça, à la surprise. Ah, justement, si. Il m'avait demandé de divorcer et j'avais refusé. Vous pensez, je suis bonne catholique. Alors, il a demandé la séparation de corps. J'ai accepté. Nos corps étaient déjà séparés puisque j'étais ici et lui ailleurs. Eh bien, je vais vous dire une chose. Là, j'ai été bête. Confiante, tout au plus, trop confiante. Parce que la séparation de corps, 3 ans plus tard, il a fait transformer en divorce sans même me demander mon avis. Il paraît qu'il avait le droit. Ah, c'est beau, la justice. Les principes les plus sacrés sont bien dévalués à notre époque. Je n'ai jamais vu un siècle pareil de ma vie. Abandonner une telle épouse, une telle demeure, mais quel aveuglement. Oh, vous sentez la fraîcheur? Si vous avez froid, nous pouvons rentrer. Nous prendrons le café dans le salon. Vous ne pouvez pas savoir comme je me plais ici, comme je vous suis reconnaissant de cette journée. Alors, il faudra revenir. Non, vraiment, vous permettez, je ne voudrais pas abuser de vos dimanches. Ça me distraira. Jusqu'à présent, je n'avais que la messe. Si vous voulez, revenez dimanche prochain. Huit jours plus tard, je retournai donc chez Agnès. Elle m'avait conquis par sa simplicité rafraîchissante, par la sérénité qui émanait d'elle et de son pavillon.
Monsieur Lionel prit l'habitude de venir me voir tous les dimanches. Il était gentil. Jamais il n'oubliait de m'apporter des chocolats. Pourquoi le dissimuler? Déjà les projets les plus matrimoniaux s'ébauchaient dans ma tête. Afin de créer le climat poétique favorable, j'avais suggéré une promenade au bord de l'eau. Monsieur Lionel n'avait jamais un mot ni un geste pouvant faire croire qu'il pensait à je ne sais quoi. C'était même un peu excessif, je trouve. Je n'aime pas les hommes qui ne pensent qu'à ça. Mais lui, il n'y pensait jamais. Agnès, je devine à quoi vous pensez. À quoi je... À ce que nous devrions faire, vous et moi, maintenant que nous nous connaissons si bien. Oh, monsieur Lionel. Oui, Agnès, je m'étais promis de ne pas vous brusquer, de patienter encore une semaine. Mais je n'en peux plus. Je ne peux plus attendre. Oh, monsieur Lionel. Et vos yeux m'ont appris qu'il n'était pas trop tôt pour vous le demander. Agnès, acceptez-vous de faire de moi le plus heureux des hommes? Ici? Comme ça, tout de suite? Trouvez-vous ce cadre indigne de refléter notre bonheur? Mais si quelqu'un vient... Il assistera au plus doux des baisers de fiançailles. Fiançailles? Ma chère Agnès, si vous acceptez de m'épouser, nous deviendrons aussitôt fiancés par voie de conséquence. Vous voulez m'épouser? C'est ce qui, je pense, ressort de mes paroles. Vous voulez dire nous marier ensemble? Oui, de préférence, ensemble. Oh. Comme c'est gentil de me demander ça. Je suis flattée, mais... Vous savez que je suis divorcée, je ne pourrai pas me remarier à l'église. Ça n'a pas d'importance pour vous? Ma chère Agnès, pour assurer votre bonheur, je consentirai à tous les sacrifices. Et votre fille? J'avais pensé que je pourrais partager votre pavillon et laisser mon studio à ma fille pour y étudier. De votre côté, je ne crois pas que monsieur votre père vous susciterait des difficultés. Oh non! Il n'aimait pas mon ex-mari parce qu'il le trouvait trop jeune. Avec vous, il ne pourrait pas se plaindre. Alors, Agnès, votre réponse? Je réfléchirai, Lionel, c'est promis. Le dimanche suivant, je restais chez moi. J'avais reçu un mot d'Agnès remettant notre rencontre à huitaine. Elle s'était foulée le pied en glissant dans sa baignoire. En attendant impatiemment notre prochaine rencontre, que j'espérais concluante, j'en profitais pour travailler à ma symphonie toute la journée et une partie de la nuit, car le temps pressait. Monsieur, vous m'empêchez de dormir. Monsieur, vous m'empêchez de travailler. Taper sur un piano au milieu de la nuit, vous appelez ça travailler? Et vous promenez en pyjama dans les escaliers, vous appelez ça dormir. Monsieur, je suis fonctionnaire. Il ne vous suffit pas de dormir toute la journée. Je vous fais grave des plaisanteries faciles. Je me lève chaque matin à 6 heures. Je vous fais grâce de votre emploi du temps. Je travaille pour l'État. Et mon sommeil est sacré, monsieur. Moi aussi, monsieur, je travaille pour l'État. Et même pour le prestige de la France. C'est bientôt fini, Strandam. Je connais la loi. Après 10 heures, on fait silence. Si j'entends encore une note, j'appelle la police. Pour toi. J'en connais un qui sera encore privé d'air pur dimanche. Tu permets? Décidément, ça ne lui aura pas porté bonheur à cette pauvre femme ta demande en mariage. 8 jours après, elle se foule le pied dans sa baignoire, et la voilà maintenant qui se brûle la main avec sa poêle à frire. C'est troublant. C'est très clair. Elle t'espace, ta pépé. Elle t'espace. Je te serais infiniment reconnaissant de ne pas appeler Pépé
Une personne qui sera très bientôt, je l'espère, ta mère d'adoption. Que ce soit ta pépé ou ma mère adoptive, elle t'espace. Les faits sont là. Il suffit, je ne discute pas avec une gamine mal élevée. Et d'abord, qu'entends-tu exactement par elle t'espace? J'entends ce que je vois. Cette femme-là, primo, c'est une demeurée, et secondo, elle te laisse tomber. C'est bien de ta part, ça, papa. On doit toujours défendre la femme qu'on aime. N'empêche que si j'étais toi, je ferais une descente là-bas, pour voir ce qu'elle mijote. Conseil d'amis, tu en feras ce que tu voudras. Un père averti en vaut deux. Moi, aller là-bas pour l'espionner? Jamais. Tu apprendras à ma petite fille que les sentiments n'empêchent pas la dignité. Oh, monsieur Lionel, quelle surprise! Pardonnez-moi cette intrusion, mais après vos missives, il m'a semblé qu'une explication s'imposait. Puis-je entrer? Oh, pardon. Mais je ne suis pas présentable, même pas habillée, ni coiffée. Je constate avec plaisir que votre pied, votre main vont mieux. Rappelez-vous, Agnès, vous me deviez une réponse. Que se passe-t-il? Vous déménagez? Non, c'est papa qui vient. Ah! Comment? J'ai débarrassé le salon, il y sera bien pour construire ses bateaux. Mais voudriez-vous me laisser entendre que ce vieil homme, que monsieur votre père viendrait habiter chez nous, ici? Oui, il me l'a écrit. Bon, il est bien naturel qu'un père séparé de son enfant pendant toute l'année envisage de passer quelques jours avec elle. Oh, papa vient habiter ici, pour toujours. Mais s'il tenait essentiellement à se rapprocher de vous, ne pouvait-il louer une chambre dans les environs? Oh, un homme qui tape à coups de marteau toute la journée trouve difficilement à se loger, vous savez. Vous n'avez pas idée du bruit que ça fait. Si, j'en ai une vague idée. Mais lui avez-vous seulement parlé de moi, de nous? Bien sûr, mais il m'a pas répondu. Il est trop occupé. Ah, si je me permets d'insister, c'est uniquement pour votre bien. Avez-vous seulement songé qu'en venant ici, non seulement il vous empêche de refaire votre vie, mais il compromet sa santé? Un vieillard encore très vert, comme monsieur votre père, car je suppose qu'il est encore très vert. Oh, on ne peut pas être plus vert que papa. Ah, non, tant mieux. Eh bien, un vieillard si vert, habitué au climat si vif de la Bretagne, dépérira, cloîtré ici, inactif. Mais il sera pas inactif puisqu'il fabrique ses bateaux. Et puis, il m'a écrit qu'il venait. Je ne peux pas refuser ma maison à mon propre père. Je suppose que sa venue nous interdit de donner suite à notre projet. Oui, j'en ai peur. Peut-être pourrions-nous aller le voir ensemble, lui expliquer. Oh, on voit bien que vous ne le connaissez pas. Demandez donc à ses voisins de la rue de l'église, là-bas, à Saint-Gildas de Plougoat-Kérénec. L'entêtement de papa, ça les étonne eux-mêmes. Et pourtant, ils sont bretons aussi. Saint-Gildas de Plougoat-Kérénec. Quel joli nom. Monsieur, achetez-moi mon insigne, monsieur, pour les familles des disparus en mer. Merci, monsieur.
C'est vous qui sonnez comme ça? Je suis Lionel Frébourg, un ami de votre fille. Lionel Frébourg. Connais pas. Elle a dû vous parler de moi dans ses lettres. Je brûle toutes ces lettres. Elles sont trop niaises. Alors, c'est vous le pianiste? Serviteur. Monsieur, j'ai du travail. Moi aussi, monsieur, j'ai du travail. Puis-je entrer? Alors, quoi encore? Votre fille et moi, nous étions pratiquement fiancés. Oui, oh, je savais qu'elle se préparait encore à faire une boulette. Je ne vois pas en quoi elle ferait une boulette en m'épousant. Je ne suis ni un godelureau, ni un vieux notaire. Je suis compositeur. Autrement dit, elle crève la faim. Je comprends pourquoi ma fille vous intéresse. Monsieur, il y a des limites. Ne pourriez-vous pas cesser une minute de frapper avec ce marteau? À mon âge, on n'a plus une minute à perdre. Agnès m'a dit que vous aviez l'intention de venir habiter chez elle. Ça vous dérange? Ça condamne notre mariage. Ça vous empêche surtout d'habiter son pavillon? Je ne vois vraiment pas. Vous êtes un compositeur, non? Un cerveau? Et vous savez aussi bien que moi que ma fille est une tourte. Pourquoi un cerveau épouserait-il une tourte et jouerait-il au joli cœur et lui ferait tout un cirque, hein? Mystère. Seulement, si la tourte a un joli petit pavillon à la campagne, tout s'explique. Monsieur, votre cynisme passe les bornes. Mais je vous préviens, comptez pas là-dessus. Agnès habite une bonne petite maison et c'est mijoter de bons petits plats. C'est moi qui profiterai des deux et pas un autre. Enfoncez-vous bien ça dans la tête. Arrêtez ces coups de marteau. Oh, dites donc, vous allez la boucler, hein? On s'entend plus taper. Arrêtez ce marteau. C'est jeu, petit con. L'insulte a toujours été l'arme des brutes. Enfoncez-vous bien ça dans la tête. Soudain, ce fut le silence. Un grand bien-être descendit en moi. Cependant, l'irascible marteleur se complaisait dans une immobilité qui me parut insolite. Avais-je frappé un peu fort? Je dus me rendre à l'évidence. Le père d'Agnès n'avait décidément pu se résoudre à devenir mon beau-père. Je me trouvais dans une situation délicate. Quelqu'un pouvait entrer. Et la police, qui voit le mal partout, ne manquerait pas de m'accuser de meurtre. Je me livrai donc à une mise en scène indigne d'un compositeur de musique symphonique, mais indispensable. Je me souvenais avoir vu la manière de procéder dans des films policiers où m'avait traîné ma fille. En repassant devant l'église, j'eus la bonne fortune de pouvoir noter quelques thèmes musicaux du folklore local, fort propres à enrichir ma symphonie. Je rentrai chez moi en faisant en sorte de passer inaperçu, avec cette sobriété de gestes et d'expressions que j'avais souvent remarqué chez un célèbre acteur de théâtre qui se commet parfois dans des films d'espionnage. Pour une fois, je me félicitais de la vie quelque peu irrégulière de ma fille qui devait être en pleine orgie chorégraphique chez ses petits camarades. Ainsi n'aurais-je pas à justifier l'heure tardive de mon retour. Tu sais l'heure qu'il est? Ah! Tu es déjà rentré? Et toi, d'où sors-tu? D'où je sors? D'où veux-tu que je sorte? De Marly, bien sûr. À cette heure-ci? Eh ben dis donc, on dirait que vous deux, ça sera papillote. C'est en bonne voie. Bravo, papa. Tu deviens diplomate. Ouf. Alors, entre son père et toi, elle a choisi? Je crois que maintenant, son choix ne peut plus faire de doute.
J'ai reçu votre télégramme, Agnès. Que se passe-t-il? Papa, Oh, ne me dites pas qu'il est arrivé malheur à monsieur votre père. il est mort. Je pars pour Saint-Gildas. J'ai un train dans un quart d'heure. Oh, ma pauvre Agnès, je ne saurais vous dire à quel point... Comment est-ce arrivé? Subitement, il se tape sur la tête avec son marteau. Avec son marteau? Un accident du travail, alors? Vous n'avez pas d'autres détails. C'est un décès si extraordinaire. Au téléphone, les gendarmes ont dit qu'il s'agit d'un suicide. Mais papa n'a pas pu se tuer. C'est pas possible. Mais pourquoi pas possible? Un suicide est toujours possible. Nous sommes tous à la merci d'un suicide. Mais c'est un péché mortel. Si papa se suicidait, l'Église lui refusera l'enterrement religieux. Bon, si ce n'est que cela, ma chère Agnès, ne vous tourmentez plus. Rien n'est perdu. Tout dépend de vous. De moi? L'Église est compréhensive, Dieu merci. Il vous suffira d'affirmer que parfois votre père ne savait plus ce qu'il faisait. Mais papa savait toujours ce qu'il faisait. Je n'en doute pas, mais vous pourriez prétendre qu'il était sujet à des crises au cours desquelles il perdait complètement la tête. Mais ce serait un mensonge. Pieux mensonge, Agnès. Pour son bien. Oh, de ce point de vue-là, évidemment. Oh, Lionel, ça me réconforte de vous avoir auprès de moi. Vous êtes de si bons conseils. Si j'osais... Je sais que vous avez beaucoup de travail, mais je vais me sentir si seule là-bas. Ça va être un triste. J'avais pensé que peut-être vous pourriez m'accompagner ou me rejoindre demain. Moi, aller là-bas? Mais ce serait de la folie. Pourquoi? Mais parce que... parce qu'il ne serait pas souhaitable que l'on vous vît dans la compagnie d'un homme. Bon, si j'en écoutais que mes sentiments, croyez bien que je partirais sans hésiter. Mais il y a vous, Agnès, une femme est trop facilement compromise. Oh, je n'avais pas pensé à ça. Et même si j'étais à votre place, je ne dirais à personne que vous me connaissez. Non? Non. Si vous dites que vous avez une relation masculine à Paris, l'opinion publique, dans la naïveté de son âme, en conclura que vous avez un amant. Oh. Ce qui indisposera fâcheusement l'Église envers vous-même et, par contre-coup, envers monsieur votre père et son enterrement religieux. Oh, c'est pourtant vrai. Oh, Lionel, vous pensez à tout. Si papa va au ciel, ce sera bien grâce à vous. Vous êtes monsieur Pontrieux? Oui. Inspecteur Champorel. Je vous attendais plus tôt. J'ai roulé à 180 pendant une demi-heure. Et puis j'ai pensé qu'un mort dans la famille, ça suffisait bien pour aujourd'hui. Donc, vous êtes le cousin du défunt. Petit cousin. Si vous voulez le voir, nous parlerons après. Oh, cousin Francis. Oh, quand c'est gentil d'être venu. Cousine Agnès. Je suppose que cousin Jacques va venir. Oh, ça m'étonnerait. Il n'a jamais eu le sens de la famille. Alors bon, encore un cousin. Et quel cousin Jacques? Mon ex-mari, c'était un petit cousin de papa. Et comme je suis moi-même petit cousin de feu le père de madame, je suis donc également petit cousin de l'ex-mari de madame. Ouais, bon. Eh ben, si vous avez fini de vous recueillir, j'ai mon enquête à faire. D'après les premières constatations du docteur Hublot faisant office de médecin légiste, il s'agirait d'un suicide. Personnellement, j'en suis beaucoup moins convaincu. Moi non plus. Pardon? Maintenant que j'y pense, papa n'avait aucune raison de se suicider. Il devait même venir habiter chez moi. C'est pas d'usage qu'un désespéré se donne la mort en faisant des projets d'avenir. Et vous ne voyez personne que ce projet de venir habiter avec vous aurait pu contrarier? J'allais parler de Lionel quand je me souvins juste à temps de ce qu'il m'avait recommandé. Pas de fiancé? Rien? Si vous dites que vous avez une relation masculine, on en conclura que vous avez un amant. L'enterrement religieux de monsieur votre père sera compromis. Je vis seule. Je ne suis pas fiancée, je ne fréquente personne. Tant pis. Alors vraiment, madame, vous ne désirez pas porter plainte contre X pour homicide? Contre X? Mais qui est X? Il n'y a pas de X. X est un mythe. Et je le prouve. Pas la moindre trace d'instrument perforant à l'intérieur du crâne.
Le décès est uniquement dû à un instrument contondant, c'est-à-dire qui meurtrit par écrasement sans couper. Le marteau répond parfaitement à cette définition. Voici la famille, la fille du défunt, docteur Hublot. Mes hommages, madame, et mes condoléances. Enchanté, docteur. Moi de même. Son petit cousin. Aucun doute n'est plus permis. Le père de madame s'est suicidé. Mais enfin, docteur, on ne se suicide pas comme ça. On se suicide comme on peut. Rappelez-vous, le 13 juillet 1895, aux USA, Un charpentier, comme votre père justement, a tenté de se tuer en s'enfonçant un clou à coups de marteau dans le sommet du crâne. Le clou, bien que très long, n'atteignit aucun centre cervical important et notre homme, découragé par la vanité de ses efforts, se rendit à l'hôpital avec son clou dans la tête. On le lui retira et il rentra chez lui tout gaillard. Eh bien, qu'en dites-vous? Bon, mais dans le cas présent. J'y viens. Le sujet travaillait ici, cette chose, hein, lorsque se déclencha brusquement une violente crise dépressive, provoquant un état fébrile et déclenchant vraisemblablement de violentes céphalées. Des violentes quoi? Des maux de tête, qui engendrèrent à leur tour une sorte de fureur autodestructrice, au cours de laquelle il se frappa lui-même d'un geste dont il était coutumier, et à coups de marteau. Mais dans le cas présent, il était tout naturel que le sujet, étant droitier, se frappa la face pariétale droite. C'est ce que nous aurions fait à sa place. Non, des coups de marteau aussi nets ne peuvent être que le fait d'un homme de métier. Si vous tenez à expliquer le décès par un crime, vous vous heurterez à des montagnes d'invraisemblance. Vous croyez vraiment qu'une crise dépressive puisse provoquer ce... Madame pourra sans doute vous éclairer mieux que moi. Votre père était-il souvent sujet à des crises aiguës? Papa piquait des colères terribles. Cette fois-ci, il a dû se mettre en colère contre lui-même. Eh bien, devant la rigueur de ce témoignage, je ne peux que m'incliner. La cause est entendue. Grâce au conseil judicieux de Lionel, je pus obtenir l'enterrement religieux à mon grand bonheur. Cousin Francis m'avait offert de me raccompagner à Paris en voiture. J'aimais décidément beaucoup ses yeux bleus, et surtout son sourire. Évidemment, il ne souriait pas énormément, puisqu'on revenait d'un enterrement. Par malchance, la voiture tomba en panne en cours de route. Heureusement, la panne s'était produite tout près d'une auberge. Francis dit que nous pourrions en profiter pour dîner. On repartirait le lendemain, après une bonne nuit de repos. J'étais en train de faire ma petite sieste quand cousin Francis frappa à la porte. Il me proposa de m'emmener au cinéma avant le dîner. Je fus réellement choquée. Le cinéma, c'est un spectacle. Je ne pouvais pas aller au spectacle le jour de l'enterrement de papa. Rien que de reparler de papa, je me remis à pleurer. Alors Francis me consola. Me consola. Évidemment, je ne sais si c'était très convenable, mais ça, au moins, ce n'était pas un spectacle. Toujours rien pour vous, monsieur Fribourg. Soyez remercié quand même, madame. Dès son retour de Bretagne, Agnès m'avait écrit pour m'informer de l'heureuse conclusion de l'enquête. Depuis, plus rien. Aucune réponse à mes lettres. J'allais surprendre Agnès sur les lieux mêmes où elle exerçait son art de photographe portraitiste. Souriez. Revenez dans 6 minutes. Agnès semblait moins abattue que je le craignais.
Elle avait même le teint plus vif et l'œil plus brillant qu'avant. Sans doute la joie inconsciente d'être délivrée d'un père tyrannique. Oh, monsieur Lionel! Je comprends et respecte votre douleur, Agnès, mais n'avez-vous pas reçu mes lettres? J'ai des affaires d'héritage à régler avec un vieux parent, un cousin de papa. C'est très long, très compliqué. J'espère que votre pavillon n'est pas en cause. Méfiez-vous, Agnès. Il pourrait attiser la convoitise d'individus sans scrupules, capables de profiter de la mort de votre pauvre papa. Oh non, non, il ne s'agit pas de cela. Allons, tant mieux. Asseyez-vous, monsieur. Regardez ici. Si je puis vous être utile. Non, non, mon vieux parent est très compétent. Souriez. Et nos projets matrimoniaux, Agnès? J'y pense, Lionel, mais j'hésite. J'ai des scrupules religieux. Malgré mon divorce pour l'église, je suis toujours mariée. Je suis bien sûr que votre ex-mari n'a pas eu vos scrupules. Il s'est sans doute remarié depuis longtemps. Oh, lui, c'est différent, il n'a aucun principe. D'ailleurs, c'est bien simple, il fait du cinéma. Souriez. Un acteur? Il n'y a pas de sous-métier. Il joue dans les films historiques. C'est lui qui se bat à la place de la vedette comme doublure. Et vous vous considérez toujours comme marié à un tel individu? Pas moi, Lionel, l'église. Si je vous épousais, ce serait un péché mortel. Et si vous mouriez, je ne serais même pas votre veuve légitime. Souriez. Un tel souci de l'avenir me touche profondément, mais pour le présent... Pour le présent, moi, j'ai des scrupules et j'hésite. Et puis, sitôt après la mort de papa, ce ne serait pas convenable. Je ne retrouvais pas dans l'expression de mon visage le reflet de mon angoisse. Cette durée de deuil serait pour moi, si j'ose dire, un temps mort. Arrête un peu ta boîte à musique. Voilà encore ce pépé qui lui fait des carabistouilles. Alors, qu'est-ce qu'elle a encore inventé cette fois? Elle n'a rien inventé. Allez-y. Ouvre l'œil, papa. Cette fille n'a pas son temps à trouver des prétextes pour t'espacer. Nous vois-tu des prétextes? D'abord, son père a voulu revenir habiter chez elle. C'est pas un prétexte. Pourquoi pas? Il te l'a dit lui-même, le père, qu'il voulait revenir? T'as pas été y voir? Si, justement. Tu es allé le voir? Moi? Non, non du tout. Mais pourquoi serais-je allé le voir, moi, ce père? Mais ne te défends pas comme ça. Même si tu y étais allé, ce serait pas un crime? Non. Bien sûr que non. J'ai lu des lettres qu'il avait écrites à Agnès, tout simplement. Bon. Et maintenant que son père est mort, qu'attend-elle pour t'épouser? Le deuil d'un père, il y a encore des filles qui le portent, figure-toi. Et puis Agnès éprouve certains scrupules d'ordre religieux. Une catholique divorcée qui se remarie devient bigame. Je comprends qu'elle hésite. Décidément, elle est très forte. Mais enfin, si elle ne désirait pas m'épouser, pourquoi ne me le dirait-elle pas franchement? Pourquoi prendrait-elle tant d'égards? Toi, papa, on peut dire que t'es un cas. Veux-tu que je te dise? Ta pépé a un Jules. Seulement, elle n'est pas très sûre de pouvoir l'épouser. Alors elle te garde en réserve, pour quand Jules la plaquera. Agnès? Un amant? Avec ses principes religieux? Je te parierais bien qu'il porte des pantalons. Ses scrupules religieux. Tiens, je voudrais que son mari claque comme son père a claqué. Je serais curieuse de voir quel prétexte elle inventera encore pour ne pas t'épouser. Si son mari claquait, comme tu dis, elle n'inventerait aucun prétexte. Elle m'épouserait. De toute façon, ça ne rime à rien d'imaginer ce qu'Agnès ferait si son mari claquait, puisqu'il n'est pas claqué. Ciao. Si son mari claquait, si son mari claquait, si son mari claquait.
C'est bien ce que je craignais. On règle les questions d'héritage dans la chambre à coucher. Tu colle mal partout. Si c'est un vieux parent. Vieux peut-être, mes parents, mon œil. C'est son Jules. Pendant que je neutralise la pépé, toi, Christine, tu vampes le Jules. Les grandes victoires dépendent des petits détails. Je veux que dans 3 jours, cette Messaline de banlieue se traîne au pied de papa pour le supplier d'épouser. Bon, et moi, qu'est-ce que je fais? Tu nous attends ici. C'est une affaire de femme. Allez, go. Jamais elle me laissera monter là-haut. Bah, trouve un prétexte. Tu n'y as pas faire une petite sieste? Oui, j'arrive. Tu attends quelqu'un? Non, personne. À moins que Lionel. Qui? Tu ne connais pas. Madame de Villars? Oui? Bonjour, madame. Je suis la fille de monsieur Fribourg. La fille de monsieur... Je me promenais dans les environs avec ma camarade. Si, madame. Bonjour, mademoiselle. Je ne pouvais passer si près d'une amie de mon père sans lui dire un petit bonjour. Eh bien, c'est très gentil. Malheureusement... Pardonnez-moi, madame, mais pourriez-vous m'indiquer... Quoi? Oh, vous montez au premier, c'est la première porte à droite. Merci beaucoup, madame. Vous cherchez quelqu'un? Excusez-moi, je me suis trompée. Vous êtes une amie de Madame de Villars? Une amie éloignée. Je ne croyais pas ces amis si jeunes. Vous êtes un parent de Madame de Villars? Un parent éloigné. Je voyais son parent plus vieux. Enchanté. Vraiment enchanté. Vous ne craignez pas que votre amie... J'avais tellement hâte de vous connaître, surtout si vous devez devenir ma maman. Quoi? Oh, par alliance. Votre amie s'est peut-être perdue. Ne craignez rien. Elle a le sens de l'orientation. Alors, vous m'accompagnez demain soir? Je peux difficilement laisser ma cousine. Oubliez la famille. Promettez-moi de venir. Je réfléchirai. Mais en attendant, je crois qu'il vaut mieux descendre. On aura des disques sensationnels. Stan Getz, vous aimez? Je comprends. Esther Young. Mademoiselle Fribourg, la fille d'un ami, Monsieur Pontrieux, un parent. Je crois que vous avez déjà fait connaissance. En effet, je suis ravie. Ravie et navrée, parce qu'elle doit nous quitter. Qui, moi? Et ton fiancé qui t'attend dans la voiture. Mon fiancé? Tu sais comme il est jaloux. Allez, dis au revoir. On t'excusera. Au revoir, mademoiselle. Madame? Mais je te retiens, toi. Séduis le Jules, ne le séduis plus. Laisser un homme comme lui avec une femme comme elle, ce serait plus qu'un crime, ce serait du gâchis. J'avais compris. Quand même, votre ami. Ça lui arrive souvent d'oublier son fiancé? Oh, c'est le 4e en 6 mois. Si jeune, et collectionner les fiancés, c'est triste. Si jeune et se consacrer à des questions d'héritage, ça n'est pas plus gai. Je m'y consacre très provisoirement. Je traversais une sorte de morte saison. Ah, ça oui. Les affaires sont bien calmes en ce moment. Dans la photographie aussi. Mes affaires iraient mieux si je trouvais un associé. Oh, vous ne m'aviez pas dit que vous cherchiez un associé, cousin? Je n'en parle pas, mais j'y pense beaucoup. Mon idéal serait une personne pleine de finesse, d'initiative, sachant me comprendre à demi-mot. Ah, la finesse, ça ne court pas les rues. Vous aurez du mal à trouver. On ne sait jamais. Le hasard fait si bien les choses. C'est ce que je dis toujours. Dans la vie, il faut saisir la chance au vol. Elle ne se présente pas 2 fois. Vous devriez écouter, madame. Elle a l'air de bons conseils. Soyez sûre que si la chance se présentait directement à mon bureau, je ne la laisserais pas passer. Hélas, la chance ne connaît peut-être pas votre adresse. Oh, si ce n'est que ça, je la lui donnerai tout de suite, l'adresse. Avec le numéro de téléphone. Vous vous souvenez du numéro de mon bureau, cousine? Laborde 76 99. Elle a une mémoire étonnante.
Miraculeuse. Elle est bien convenable, cette petite Marie-Josée. Pas comme son effronté d'ami qui faisait des avances. Juste sur mon nez. Je te parle. À quoi penses-tu? Mon associé. Maintenant qu'on est seul, tu ne viens pas la faire, la sieste? Oh, la sieste, toujours la sieste, laisse-moi me reposer. À propos de cette Marie-Josée, j'ai cru comprendre que c'était la fille d'un de tes amis. Parfaitement. Un veuf très distingué. Je ne te l'ai jamais dit pour ne pas te rendre jaloux, mais il me fait la cour. Il veut même m'épouser. Lui. De Villars. Jacques de Villars. Il tourne bien dans Le Chevalier Maudit. C'est pour un reportage dans le petit cinéphile des Côtes du Nord. En extérieur à Vigny. Jusqu'à ce soir seulement. Merci beaucoup, mademoiselle. Papa! Tu tombes bien. On tenait justement conseil sur la meilleure façon d'aller t'annoncer la nouvelle. Francis Montrieux, mon fiancé. Bonjour. Excusez-moi. Pourquoi? Nous sommes fiancés depuis hier. Mais tu aurais pu me consulter. Mais elle aurait pu me consulter. Tout s'est passé si vite, n'est-ce pas, mon chéri? Bien sûr, mon ange. Mais on ne se fiance pas comme ça du jour au lendemain. Je n'ai pas de scrupules religieux, moi. Tu permets? Un père conscient de ses responsabilités se doit d'exiger des garanties de moralité. Moralité impeccable. Avant de me connaître, il fréquentait des personnes très pieuses. Vous avez des goûts communs. Il n'a qu'un défaut, il est sans appartement. Alors j'avais pensé, puisque tu vas habiter en banlieue, on pourrait prendre le tien en attendant mieux. Oui, mademoiselle, votre fille m'a dit en effet que vous comptiez vous installer à la campagne. Mademoiselle, ma fille dit n'importe quoi. Tu suis pas encore à la campagne. J'ai l'impression que ça ne va plus tarder. Un bonheur ne vient jamais seul. Le bonheur se mérite. Et on n'a rien sans peine. À ce propos, vous m'excuserez, j'ai affaire. Ce soir, je présente mademoiselle votre fille à mes parents à l'occasion d'une petite réception chez des amis. Si vous vouliez nous faire l'honneur de venir. Voilà l'adresse. Liquide ton affaire en vitesse et viens. Je ferai de mon mieux. Je crois que je lui ai plu à ton père. Oh, tant que tu ne l'empêches pas de composer, tu n'as rien à craindre. Préparez-vous, les cavaliers! Alors, j'appuie de passer à l'extrême droite là-bas, hein? On fait du chemin, vas-y. Allez, en place, tout le monde. Ici à droite, nom de Dieu, c'est bon, au point. Allez, les dames, vite en place. Les dames de la cour, l'équipage. Ce Jacques de Villars s'était spécialisé dans les films prétendument historiques exaltant le goût du sang et de la violence, contribuant ainsi à la baisse de la moralité publique et à la hausse de la criminalité juvénile. Jacques, pousse ton canal 1,5 centimètre à droite. 5 millimètres. 5 millimètres. 5 Il a millimètres. l'air plus martial, quoi. Tu vas trouver ta carte. Et la Providence, qui avait si heureusement favorisé la disparition du père de ma bien-aimée, me compliquait singulièrement la tâche avec son ex-mari, qui me paraissait un peu trop protégé. Que le diable l'emporte.
Jacques de Villars avait fort peu de chances de refaire surface. L'armure dont il était si fier sur la terre ferme l'incommodait certainement beaucoup là où il se trouvait. En ce qui me concerne, je ne pouvais évidemment que me féliciter de cet accident du travail aussi élégant qu'opportun. Quelle plus belle fin pour un cascadeur que de disparaître en cascadant. Ah, monsieur Fribourg, un télégramme pour vous. Déjà. Agnès me demandait de venir la chercher à la sortie de son travail. Lionel, ça va fermer. 20 minutes. Où ça? Nous dînons ensemble ce soir. Suivez-moi. Vous n'êtes pas en faire languir pour vous annoncer la nouvelle? Lionel, nous pouvons nous marier. Vous m'envoyez bouleversé. Je déplore seulement de devoir mon bonheur au malheur d'un autre. Au malheur de qui? De votre pauvre ex-mari. Il est arrivé quelque chose à Jacques? Je ne sais pas. Je croyais. Quelle idée! Vous m'avez fait peur. Non, Lionel, mais ils m'ont quitté. Qui vous a quitté? Mes scrupules religieux. Comme ça, subitement? Comme une vieille chaussette. Ma chère Agnès, comme c'est merveilleux. Dommage seulement qu'il ne vous ait pas quitté hier. Mais c'est justement hier qu'il m'a laissé tomber, qu'ils m'ont quitté. Pourquoi? Ce qui est fait est fait. Ah, ce soir, le champagne s'impose. Ah diable, j'avais oublié, excusez-moi. Ce soir, je suis pris. Oh, quelle déception! Je suis navré, cher ami, mais ma fille vient de se fiancer. Je suis invité à une petite sauterie. Votre fille? Oh, je suis bien contente pour elle. Elle est si timide, si convenable. Et vous la connaissez? Elle m'a rendu visite. Elle ne vous l'a pas dit? Elle ne me dit jamais rien. Allons, pressons, messieurs, dames, on ferme. J'y songe. Pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi? Mais je ne suis pas invitée. Nous devons tout partager désormais, y compris les invitations. Je vous comprends. C'est affreux, d'accord. Mais enfin, vous n'étiez pas restée amoureuse de votre mari. Oh non, Lionel, ce n'est pas ça. Bien sûr, c'est simplement l'émotion. Pas seulement l'émotion, je pense surtout au pavillon. Mais pourquoi au pavillon? Parce qu'il appartenait à Jacques. Vous dites? Il me l'avait laissé après le divorce, malgré la séparation de biens, mais maintenant qu'il est mort, le pavillon va revenir à ses héritiers.
Mettez-le au vestiaire. Je cherche un cordial. Je ne t'avais pas dit de l'amener. Si j'avais su, je l'aurais laissé chez elle. Une hypocrite. Une sournoise. Ah, tu es au courant que Francis et elle... Une menteuse qui m'avait caché soigneusement que son pavillon ne lui appartenait pas. Sans blague. Petit hypocrite, petit sournois, petit menteur. Vous vous connaissez tous les deux. Le scrupule religieux. En personne. Petit serpent, petit lâche. Mais tout de même, cousine, Oh, tu es bien comme mon pauvre Jacques, tous les mêmes dans la famille. pourquoi pauvre Jacques, ça marche bien pour lui? J'ai lu quelque part qu'il tournait un film. Ça ne marche plus très bien depuis cet après-midi. Il est mort. Jacques est mort? Jacques est mort. Mais alors... Mais alors son pavillon me revient? Comment? Je vous demande pardon. Cousin Jacques ne s'était pas remarié. Je suis son seul parent. Je suis donc son unique héritier. Oh, chic, mon chéri, on va habiter à la campagne. Et moi? Vous partagerez l'appartement de monsieur votre époux. Je ne serai jamais l'épouse du père d'une petite vipère. Je ne serai jamais l'époux d'une tartuffe qui me trompait. Tartuffe? Un mot de plus et je m'en vais. Si c'est un mot de moi, considérez-le comme prononcé. Oh, Mes chers enfants, tout ceci m'affecte péniblement et je devrais vous en vouloir de vos cachotteries, mais je suis sans rancune et je consens à tout oublier. Je ne verrai donc aucun inconvénient à m'installer à vos côtés dans le pavillon. Mon piano et moi, nous nous contenterons de la pièce du fond. Précisément, je compte la transformer en chambre d'enfant. Oh, les enfants, d'abord vous avez le temps et puis ça ne donne que des soucis. Et c'est ingrat, je sais. Mais je tiens à être une jeune mère. Si je comprends bien, vous me mettez dehors. On ne te met pas dehors, papa. Tu n'es pas encore rentré. Si vous tenez vraiment à vous rapprocher de nous, pourquoi ne louez-vous pas une chambre dans les environs? Jeune homme, veuillez nous laisser, j'ai à parler à ma fille. Mon petit, n'oublie pas que tu es mineur. Je peux refuser mon consentement. Tu ne feras pas ça, papa. Je vais me gêner. Marié ou pas, j'irai vivre avec Francis. Bien, j'alerterai la police. Détournement de mineur, c'est un délit. Tu alerterais la police? Qu'est-ce que c'est que ça? Grand pardon de Saint-Gildas de Plougoat-Kérénec. Ce n'était pas le village du père d'Agnès? Ne détourne pas la conversation. De quoi parlait-on? Tu veux alerter la police? Ne mêlons pas ces gens-là à nos affaires. Les invités t'attendent. Pardon. Un whisky. Un autre whisky. il faut vous nourrir, on n'est pas bonne mine, vous savez. Est-ce que vous êtes malade? Je suis l'heureux père de la fiancée. Oh, et c'est l'idée qu'elle va bientôt partir qui vous chagrine. Elle va habiter un pavillon de banlieue. Et alors? C'est très agréable, un pavillon de banlieue. Je le sais, j'en habite.
Vous habitez un pavillon de banlieue. Oui. Et je vous assure qu'on y respire beaucoup mieux qu'à Paris. Est-ce que le calme... Pardonnez-moi de ne m'être pas présenté plus tôt. Ma profession m'a rendu un peu sauvage. Vous êtes diplomate. Pas précisément compositeur. Mais comme c'est curieux. Racontez-moi ça. Un instant, deux coups. Permettez-moi. Cette personne qui répondait au doux prénom de Graziella présentait sur Agnès la supériorité incontestable d'être personnellement propriétaire de son pavillon. De plus, elle était déjà veuve. Son veuvage semblait commencer à lui peser et j'avais l'impression d'être l'homme qu'il lui fallait. Allais-je enfin pouvoir terminer mon œuvre? Il ne me restait que 22 jours. Alors, quand puis-je compter sur vous? Demain. C'est entendu. Et je vous réserve une surprise. La demeure de Graziella était plus qu'un simple pavillon. C'était une villa. Ainsi c'était donc sa surprise. Elle m'avait caché qu'elle était musicienne et possédait un piano sur lequel je pourrais travailler moi-même. Sa forme, il doit faire ses exercices 8 heures par jour. Silence, mon Dieu, la paix! La paix, je la lui donnai pour l'éternité. Il reçut fort à propos le couvercle de son piano sur le crâne. Encore un accident du travail. J'étais en train de fleurir la tombe de mon ex-mari quand je me retrouvais nez à nez avec mon ex-fiancé. Je n'étais pas ravie de le voir après qu'il m'ait traité de tartuffe. Mais l'amour-propre, ça n'empêche pas la politesse. Et je lui demandai s'il avait perdu quelqu'un. Mais non, c'était la dame qui l'accompagnait qui avait perdu son pauvre papa, comme moi. C'est des choses qui rapprochent. Elle me raconta son malheur. Oh, je lui dis que mon papa était mort, lui aussi, d'un accident du travail. C'était curieux comme coïncidence. La dame habitait un pavillon de banlieue, comme moi. Lionel avait commencé à lui faire la cour, comme à moi. La dame me fit remarquer que c'était aussi une curieuse coïncidence que mon papa soit enterré près du sien. Je lui fis remarquer que ce n'était pas mon papa, mais mon ex-mari, qui lui aussi était mort, comme par enchantement, juste après que j'avais parlé à Lionel de mes scrupules religieux. Encore une coïncidence. De coïncidence en coïncidence, je me retrouvais une fois de plus en grand danger de ne pouvoir travailler en paix. Alors, docteur, X est toujours un mythe? Plus que jamais. Parce que d'après vous, ce Lionel Fribourg n'est pas coupable. S'il est coupable, alors moi je suis fou. Mais enfin, l'enquête a prouvé que... J'espère que vous ne vous êtes pas laissé influencer par les élucubrations de la police parisienne. Elle n'a rien prouvé, leur enquête. Et je le prouve. L'a-t-on surpris chez le charpentier de Maurice? L'a-t-on signalé lors de la noyade de l'acteur de cinéma?
L'a-t-on surpris en flagrant délit d'assommer le pianiste? Où sont les témoins? Personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu, parce qu'il se cachait. Oh, mais on va loin avec des raisonnements pareils. On ne l'a pas vu, parce qu'il n'y était pas. S'il ne les a pas tués, qui les a tués? Vous êtes tous les mêmes dans la police. Vous voyez des marques partout. Des formations professionnelles. Moi qui ne suis victime d'aucune idée fixe, je peux vous affirmer qu'il n'y a pas eu meurtre. De quoi alors? Du suicide, naturellement. Encore des suicides? Et c'est l'évidence même. Mais voyons, on ne se suicide pas avec un couvercle de piano. Et pourquoi pas? Savez-vous ce qui ressort des statistiques? Les travailleurs se suicident le plus volontiers avec leur instrument de travail. Le pianiste a utilisé tout naturellement le couvercle de son piano, comme l'acteur du film historique a utilisé son cheval et son armure, comme le charpentier de marine avait utilisé son marteau. Et tout se tient, tout est logique. Mais enfin, pourquoi tous ces gens-là se seraient-ils suicidés? Mais pour l'acteur, c'est évident. Rêver de jouer du Shakespeare et se trouver coincé dans une armure par 30 degrés à l'ombre sans une phrase à prononcer. Ambition déçue, carrière entravée, en psychose, névrose, et crac, la queue du cheval prend feu, et au lieu de réagir, on se laisse aller et on en profite pour en finir. Et suicide astucieux d'ailleurs. Un article, photo, gros titre à la une, publicité postée. Mais le virtuose, vous ne me direz pas qu'il était déçu dans ses ambitions artistiques? Il faisait des gammes et des exercices 8 heures par jour depuis plus d'un demi-siècle. Alors, vous ne trouvez pas qu'il y avait là de quoi déprimer n'importe qui? Pas tout de même. Vous oubliez un détail. Ce Lionel Fribourg a avoué. Plus un coupable avoue, plus il est suspect d'être innocent. Mais il n'a pas avoué pour le plaisir. Mais il l'a avoué par nécessité. Mettez-vous à sa place. 2 pavillons lui claquent dans les mains. Hein. Où voulez-vous qu'il aille? 2 femmes bafouées l'accusent. Il a sauté sur l'occasion. Vivement qu'on le mette en prison. Là, au moins, c'est le silence. Mais dites-moi, c'est très grave, ça. On ne peut tout de même pas se rendre complice d'une erreur judiciaire. Il faudrait alerter le procureur de la République. Ah, écoutez, non. Pour une fois que cet homme-là a l'occasion de travailler tranquille, fichez-lui la paix. Heureusement, grâce au silence qui règne dans les prisons et à la finesse intellectuelle du directeur et de ses collaborateurs, tout pénétré du principe selon lequel la musique adoucit les mœurs, j'eus enfin la satisfaction de pouvoir achever mon œuvre sur l'harmonium de la prison et dans les délais prévus. Un mois plus tard, nous pûmes, mes collègues et moi, assister à l'exécution de mon œuvre au Festival de Vienne, retransmise en Eurovision. Quant aux 2 orphelines, dont les papotages inconsidérés avaient failli compromettre ma carrière et qui depuis partageaient le même pavillon, j'espérais bien qu'elles assistaient à mon triomphe. Elles éprouveraient certainement un puissant réconfort en constatant que leurs pères respectifs n'étaient pas morts en vain.